Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour cette conférence en ligne intitulée L'Égypte médiévale et le Sahel, une histoire à écrire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du Sahel pour aller vers l'Égypte, et ensuite je vous présenterai un axe important de cette histoire à écrire, qui concerne les communautés libres ouest-africaines au Caire, et particulièrement à la Carafa. Alors d'abord, un point de définition. Comment ces acteurs ouest-africains, ces communautés ouest-africaines sont nommées dans les sources. Alors, à la période médiévale, à partir du XIIIe siècle, toute la bande sahélienne islamisée va être désignée sous le nom de Takrour, et ses habitants vont recevoir la nisba, nom d'origine Takrouri, et on trouve plusieurs, comme vous voyez, plusieurs pluriels, Takarir, Takaroura, Takarna, et qui peuvent être vocalisés différemment. À partir du XIIIe siècle. Au départ, ce grand ensemble ouest-africain s'appelait Bilad al-Soudan, donc en français on dit plutôt soudanien, pour faire la différence avec l'autre traduction possible qui, elle, apparaît plutôt à partir du XVIe, XVIIe siècle, où le Bilad al-Soudan va, lui, là, cette fois, plutôt concerner le Soudan actuel, donc là on parle plutôt de Soudanais, et aussi à partir de cette époque, les musulmans du Sahel vont être appelés dans les sources égyptiennes plutôt les Dakrouri, Dakrour avec le Takour qui subit une petite inflexion comme ça. Donc ces Takrouri, ces musulmans ouest-africains, surtout du Sahel, vont apparaître de plus en plus dans les sources à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, quand le Caire devient de fait, en tout cas, définitivement la capitale politique de l'islam médiéval, puisque après la chute de Bagdad en 1258, le sultan mamelouk protège le calife abbasside à sa capitale, à la citadelle. Il s'en sert pour légitimer son pouvoir. Il contrôle aussi les lieux saints de la Mecque et de Médine, et aussi le Marmal, la caravane officielle pour le grand pèlerinage à la Mecque. Alors, avant d'abord, il faut dire un mot vous présenter le Sahel occidental à la période médiévale pour vous montrer d'où pouvaient venir ces Takrouri, ces musulmans ouest-africains. Alors, les premiers foyers d'implantation de l'islam au Sahel occidental sont à Oudagos et Tadmeka, qui étaient des cités États berbères, qui sont donc qui deviennent musulmans avant le Xe siècle, sans doute. Puis, d'ouest en est, on trouve donc ce royaume du Takrour, dont le roi et la cour deviennent sans doute musulmans vers 1040, donc qui est un des premiers royaumes ouest-africains islamisés, et a envoyé donc des pèlerins à la Mecque, qui passent par le Caire, et donc qui vont donner ce nom Takrour et Takrouri, qui vont ensuite désigner tous les musulmans ouest-africains dans les sources orientales. On trouve ensuite un royaume aussi important, le royaume de Ghana, qui a une belle continuité, qui est signalé dans les sources du 8e au 13e siècle, qui embrasse l'islam vers 1076, même si les conditions de cette conversion sont toujours débattues, et qui reste puissant dans la région jusque dans les premières décennies du XIIIe siècle. On trouve ensuite le royaume de Gao, vraiment à l'est de ce Sahel occidental. Donc le royaume de Gao qui aussi est peut-être converti au début du XIe siècle, où on trouve un patrimoine épigraphique, j'y reviendrai, et qui était en lien étroit avec Tadmeka, un des premiers foyers de l'islam en Afrique de l'Ouest. Plus à l'est, dans la région du bassin du lac Tchad, on trouve le royaume de Kanem, qui lui aussi embrasse l'islam sunnite au XIe siècle, mais le royaume qui existait avant était sans doute converti, pratiquait sans doute l'islam ibadite avant d'embrasser le sunnisme au XIe siècle. Donc, en fonction évidemment des historiens médiévaux, on peut avoir des lectures plus fines de cet espace, des nisbas, des noms d'origine plus fines, donc la nisba Kanemi au Moyen-Âge existe, donc la nisba Takrouri évidemment, et aussi la nisba Rani, j'y reviendrai. Ensuite, pour la fin du Moyen-Âge, donc on a le sultanat du Mali, ou appelé aussi Empire du Mali,
qui est musulman dès sa fondation, et qui connaît son apogée au XIVe siècle sous le règne de Mansa Moussa, donc qui aurait régné de 1307 à 1332. Plus à l'est, autour du bassin du lac Tchad, on trouve cette fois un nouvel État, le sultanat du Borno, qui est aussi musulman dès sa fondation, qui est en fait qui est la même dynastie qui contrôlait le Kanem avant, mais qui déménage le lieu de son pouvoir au sud-ouest du lac Tchad, et qui connaît au XIVe siècle sous le règne de Omar Ben Idriss, qui règne de 1382 1387. Et c'est un État qui va exister jusqu'au XIXe siècle. Et ensuite, on a le sultanat ou empire Sonrail, donc qui est aussi musulman dès sa fondation, qui émerge à la suite de conquêtes dans les années 1460, qui connaît un premier apogée sous Askia Mohamed, qui fonde une nouvelle dynastie qui règne de 1493 à 1529, et ensuite qui existe jusqu'en 1591. Alors une autre chose, un autre petit comme ça préambule, une autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que à de rares exceptions, on ne dispose pas pour la période médiévale de sources endogènes, de sources internes. Alors l'écrit, notamment en arabe, il était connu, il était pratiqué, des bibliothèques et des manuscrits sont signalés, mais donc on n'a pas d'écrits de cette époque qui nous sont parvenus, même si même si ces sociétés-là connaissaient l'écriture. L'oralité et l'orature, qui est un néologisme qui désigne la littérature orale, étaient à cette époque-là encore dominants. Alors une exception notable, c'est la poche épigraphique qu'on trouve sur l'arc oriental de la boucle du Niger, donc que vous avez sur la carte. Donc vous avez un exemple en couverture du corpus de ce patrimoine épigraphique qui a été publié par Paulo Fernando de Moraes Farias. Donc un bel exemple de stèle, donc d'épigraphie funéraire et non funéraire qu'on peut trouver dans cette région. Et donc, pour trouver des sources narratives d'époque médiévale, il faut se tourner vers le Maghreb, à l'Andalous et l'Égypte, surtout pour les 3 derniers siècles du Moyen-Âge. Alors, on a longtemps cherché dans ces sources des informations sur le Sahel lui-même, ce qui n'est pas étonnant, puisque, comme je vous l'ai dit, ces sources figurent parmi les rares gisements documentaires à partir desquels on puisse tirer des renseignements sur la région à cette époque. Et ce calibrage de la recherche, il a eu pour effet de laisser de côté pendant longtemps l'histoire des communautés sahéliennes hors du Sahel. Alors on a quand même, dans les recueils de sources, on a quand même un premier mouvement qui a essayé de s'intéresser à ces musulmans hors du Sahel, quelques textes dans le corpus anglais paru en 1981, et puis quelques textes dans le corpus français, donc qui est d'abord de Joseph Coq, qui a d'abord paru en 1975, puis qui a été réédité en 1985 et qui a présenté à cette occasion-là de nouveaux textes. Et dans cette nouvelle édition, on a aussi quelques textes qui s'intéressent au Takhouri en Égypte. Alors évidemment, il y a des exceptions notables, quelques études pionnières qui se sont intéressées à cette histoire des Takhouri en Égypte. J'en dirai un mot tout à l'heure. Notamment un courant qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire des esclaves noirs en Égypte. Et aussi, il faut signaler un courant d'études extrêmement dynamique qui s'intéresse aux relations entre l'Égypte et l'Afrique orientale, donc la Corne de l'Afrique et surtout la Nubie, qui a beaucoup produit depuis 10 ans et qui me permet aussi de m'inspirer pour mes recherches. Alors, à présent, je vais vous parler donc d'un événement qui va nous permettre de rentrer de plein pied dans cette histoire des Takhouri dans l'Égypte médiévale, surtout à partir donc du XIIIe siècle, et dans le domaine mamelouk, donc c'est-à-dire aussi les provinces de Grande Syrie, Palestine et du Hedjaz. Donc il s'agit d'un grand événement, vous connaissez sans doute, qui est le pèlerinage de Mansa Moussa en 1324. Et comme tous les grands événements, il a révélé un faisceau d'éléments qui ont jeté une lumière soudaine sur des processus en cours qu'on ne saisissait pas très bien jusque-là, et a ouvert tout un après. Et après 1324, date de son pèlerinage,
presque tous les historiens mamelouks lui ont fait une petite place dans leur œuvre historique. Hein. C'est un événement qui a été extrêmement commenté par les sources égyptiennes. Alors, à l'époque du règne de Moussa, le sultanat du Mali est à son apogée. La dynastie des Mansa impose son pouvoir dans une grande partie du Sahel occidental dans la première moitié du XIIIe siècle. Avant Moussa, d'autres Mansa, d'autres sultans font le pèlerinage à la Mecque, mais les sources égyptiennes qui en parlent signalent simplement leur pèlerinage, mais ne nous apportent pas vraiment d'informations sur la manière dont ce pèlerinage et surtout le séjour au Caire s'est passé. Alors, si ce voyage et ce pèlerinage de Mansa Moussa a tellement fait événement, c'est que le souverain du Mali avait conçu dès le départ cette entreprise dans un cadre qui dépassait largement les enjeux religieux qu'il avait décidé. Hein, il a notamment décidé de donner une dimension économique très importante à son voyage, et également une dimension diplomatique, les deux étant aussi liés. Donc, dans le cadre de ce voyage pour la Mecque, mais qui associait des enjeux économiques, diplomatiques et politiques, il n'est pas étonnant que le point névralgique du voyage ait été le Caire, hein, et que les sources parlent davantage de ce qui s'est passé au Caire que finalement à la Mecque. Alors, évidemment, à l'époque de Moussa, le Caire est la capitale politique de l'islam, et en plus, elle est à l'époque elle se passe à l'époque du règne du sultan aussi de l'apogée mamelouk, hein, qui est Al-Malik al-Nasir Mohammed bin Khalaoun, qui est dans son troisième règne, donc de 1310 à 1341, et qui est vraiment considéré comme l'apogée de l'Égypte mamelouk. Alors, sur la diapo, vous avez un trajet possible. Donc les sources sont un peu contradictoires, mais il semblerait que la caravane ait été assemblée d'abord à Tombouctou, puis ait pris la route de Walata, et remonté le désert, soit passé par le Touat, puis aurait tiré ensuite à l'est vers Adamès, et ensuite vers Aougila, puis la caravane est sans doute passée par Siwa, et est arrivée au pied des pyramides en juillet 1324. Alors, les chiffres de cette caravane, les effectifs de cette caravane varient d'une source à l'autre. Hein. Les chroniqueurs parlent de 15 000 à 60 000 âmes. On ne dispose pas d'une description uniforme et complète, mais en croisant les sources, il est possible un peu d'affiner l'idée qu'on peut se faire de cette caravane. Alors Moussa avait emporté avec lui une grande partie de son État, c'est-à-dire les grands de son sultanat et des membres de leur famille. Il cheminait en outre avec une armée nombreuse, qui devait protéger la caravane, et notamment les 12 tonnes d'or qui auraient été emmenées lors de ce voyage, hein, selon les estimations sur lesquelles on s'accorde couramment. Et évidemment, sans compter sur les marchandises, d'autres types de marchandises, et aussi les marchandises nécessaires pour le voyage, parce que c'est un voyage quand même assez périlleux. Et le cortège comprenait aussi de nombreux esclaves, donc des esclaves domestiques qui étaient attachés au service des notables. Ibn Khaldoun, par exemple, parle de 12 000 servantes qui étaient attachées rien que pour le service de la suite royale, et d'autres esclaves sans doute destinés à être vendus dans les marchés du Caire. Là, il est aussi possible que d'autres musulmans du sultanat aient profité aussi de cette occasion pour se joindre à la caravane, comme les sources le suggèrent, mais elles n'en parlent pas beaucoup. Donc, la caravane arrive en juillet 1324 au pied des pyramides, elle y séjourne 3 jours, le temps que les officiels égyptiens choisissent un lieu de résidence pour tout ce monde, et la caravane est installée dans la nécropole de la Carafa al-Sourra, donc sur laquelle je vais revenir largement dans un instant, et qui présentait notamment l'avantage d'offrir un espace suffisant pour loger toute cette immense caravane,
était aussi au pied de la citadelle, donc pouvait surveiller des hauteurs de la citadelle. Et Moussa reçut un des palais de la Carafa pour y résider. Alors pendant les 4 mois que cette caravane passe au Caire, les gens du Mali se sont distingués pour 2 choses. Tout d'abord, leurs dépenses en or sur les marchés du Caire, dont les sources nous disent qu'elles firent complètement perdre la tête aux marchands kérotes. Les Maliens achetèrent d'importants volumes de marchandises, allèrent jusqu'à se ruiner et puis durent ensuite s'endetter avec des taux d'intérêt exorbitants qui sont signalés. Et donc les sources, une partie des sources a eu beau jeu de présenter les Maliens comme des proies faciles, faciles à excroquer, et ensuite à qui ils pouvaient consentir des prêts avec des intérêts exorbitants. Mais en fait, il faut plutôt lire cette pratique marchande déjà comme un achat par gros volume qui pouvait s'apparenter à des achats à perte du point de vue égyptien, mais qui permettait ensuite de faire des gains importants quand cette marchandise était revendue au détail au Sahel. Et aussi de voir ces emprunts, ces dettes qui étaient contractées par les gens du Mali comme en fait une invitation pour les caravanes égyptiennes à venir ensuite au Mali, puisque les grands marchands qui voulaient recouvrer leurs dettes devaient venir en personne ou envoyer des agents pour aller chercher pour aller chercher la somme qui leur était due au Sahel. Et de fait, cette pratique a assez bien marché, puisque après, et pendant plusieurs décennies, les caravanes égyptiennes sont signalées en nombre au Sahel occidental, parce qu'évidemment, à l'époque, on ne faisait pas le voyage à vide, donc il y a des liens économiques très clairement qui ont été renforcés, ou alors qui ont été créés à cette occasion. Moussa n'a pas été en reste dans ses dépenses en or. Sa grande générosité a été notée. Alors évidemment, elle se jouait à un niveau étatique, à un niveau officiel, mais elle a été saluée par les chroniqueurs mamelouks. Donc il aurait envoyé un cadeau de 40 000 dinars au sultan Al-Malik al-Nasir, donc une somme importante, 10 000 dinars au vice-sultan, et les sources nous disent qu'il n'oublia pas non plus aucun officier qu'il rencontra à la cour mamelouk ou lors de son voyage. Sa réputation de roi de l'or par la suite a dépassé largement le monde islamique. Elle est parvenue en Europe. Donc là, vous avez sur la diapo une image extrêmement célèbre qui est extraite de l'Atlas catalan d'Abraham Cresque de 1375, qui figure Moussa comme le roi de l'or, qui est en fait la seule représentation qu'on ait de l'époque médiévale, donc on retrouve absolument partout, tout le temps. Et donc là, c'est la couverture d'un livre d'exposition, d'une exposition qui a circulé aux États-Unis en 2019. Donc c'est un autre exemple de cette image qui est reprise et mise en avant systématiquement. Et une autre conséquence aussi de cet afflux gigantesque d'or au Caire fut, disent les sources, une chute durable du cours de l'or en Égypte, après le passage de la caravane de Moussa. Deuxième événement important du séjour égyptien, c'est la rencontre entre les deux sultans. Moussa, semble-t-il, a résisté longtemps à la montée à la citadelle, puisque le protocole voulait qu'il rende visite au sultan égyptien à la citadelle et qu'il s'incline devant lui. Donc au XIVe siècle, on a deux récits contradictoires qui circulent sur le déroulé de la rencontre. Le premier racontait que Moussa avait fini par se présenter au sultan égyptien, mais qu'il avait refusé de se prosterner, qu'il y fut contraint, et que, étant donné qu'il avait résisté à cela, il ne fut pas autorisé à s'entretenir de façon privée avec le sultan égyptien, et qu'il dut quitter la citadelle, mais qu'il reçut quand même quelques cadeaux d'honneur en dédommagement. La seconde version qui s'est imposée dans les sources mamelouks ensuite, montre au contraire Moussa qui proteste publiquement contre le fait de devoir se prosterner, puis finalement, pour éviter un incident, finit par se prosterner, mais en déclarant qu'il ne se prosterne que devant Dieu, le Dieu unique qu'il a créé, donc en fait il se prosterne devant Dieu. Le sultan égyptien lui pardonne cela, et finalement ils ont un long entretien ensemble. Al-Malik al-Nasir le couvre de cadeaux et l'honore,
et finalement décide de prendre en charge les frais de son voyage jusqu'à la Mecque. Alors j'avais proposé, moi, de lire dans ce refus initial de la rencontre par Moussa et les longs jours qui ont précédé son ascension à la citadelle, comme plutôt un moment de négociation, à la fois négociation du déroulé de cette rencontre, puisque Moussa se produisait aussi devant son État qu'il avait emmené avec lui, donc évidemment il n'avait pas du tout envie de se prosterner devant le sultan égyptien, mais peut-être aussi un moment de négociation pour avoir accès au calife abbasside. Et d'ailleurs, le cadeau de 40 000 dinars, il est peut-être aussi à comprendre comme s'inscrivant dans ce processus de négociation. À cette époque, les souverains des terres moins centrales de l'islam, comme les Turcs d'Anatolie ou les sultans indiens, recherchaient la rencontre avec ce calife abbasside du Caire pour obtenir de lui un diplôme d'investiture qui faisait d'eux les représentants officiels de l'islam dans leur partie du monde. Et même si les sources ne sont pas totalement claires concernant Moussa, il semble qu'il ait obtenu un tel diplôme. Mais les Mamelouks gardaient jalousement l'accès au calife et n'en autorisaient l'accès vraiment qu'au compte-gouttes, donc on peut penser que cet accès a été monnayé à prix d'or. Alors ensuite, la caravane du Mali partit mi-octobre avec la caravane égyptienne du Marmal, reçut le privilège d'ouvrir le cortège, arriva sans encombre à la Mecque, donc sur la diapo vous avez le trajet de l'époque. Un autre épisode montre à nouveau Moussa sous un jour favorable. Il a été conservé par les historiens mécois, mais a été curieusement oublié de la légende dorée qui s'est développée à partir de ce pèlerinage, notamment dans les sources en Afrique de l'Ouest. Elle est racontée par Ali Afiri, qui était un grand savant mécois, qui a été témoin de l'événement, et qui nous dit qu'un début de fitna, donc la fitna c'est le mot qu'on utilise pour désigner les conflits entre musulmans, un début de fitna avait éclaté dans l'enceinte de la mosquée sacrée de la Mecque, entre les Maliens et les Turcs, que les deux factions s'étaient retrouvées face à face, épées sorties, prêtes à en découdre, et qu'il avait fallu que Moussa intervienne, fasse preuve d'une colère intense, pour que tout le monde retrouve un peu ses esprits, et donc Moussa réussit comme ça à ramener tout le monde à la raison. Donc évidemment, après, il est loué dans les sources pour avoir évité un bain de sang dans l'enceinte de la mosquée sacrée. Et cet épisode, c'est pas un cas isolé, il s'inscrit en fait dans une longue histoire de fitna lors du pèlerinage, où il n'était pas rare que des combats éclatent, y compris dans l'enceinte de la mosquée sacrée. Ensuite, le pèlerinage fut complété d'une visite pieuse à Médine, comme c'était fréquent. Et plutôt que de rentrer avec la caravane égyptienne, qui repartait en fait assez vite après les festivités du pèlerinage, la caravane du Mali décide de rester profiter un peu des marchés de la Mecque et rentre plus tard donc par elle-même. Et là, le retour fut plus pénible, puisque les sources nous disent qu'elle fut attaquée par les nomades arabes donc d'Arabie, et que finalement la caravane arriva à Suez en piteux état, avec seulement un tiers des effectifs qui avaient pris le départ du voyage. Ensuite, la caravane se reposa au Caire sans doute moins longtemps et repartit pour le Mali. Alors, les sources nous disent que, avant de repartir par le Mali, les Maliens firent des derniers achats sur les marchés du Caire et achetèrent notamment beaucoup de manuscrits, notamment des manuscrits religieux. Par la suite, donc je vous ai dit, les chroniqueurs mamelouks laissèrent beaucoup de récits sur ce voyage et ce pèlerinage, notamment des notices biographiques extrêmement élogieuses sur Mansa Moussa, qui précise notamment qu'il avait un excellent niveau d'arabe et qu'il était un fakri malikite, c'est-à-dire un jurisconsulte de l'école de droit sunnite qui dominait alors au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Alors, je vous ai dit, cet événement, il cristallise à lui seul bien des problématiques de l'histoire des Takrouri en Égypte, les relations économiques, diplomatiques, des pouvoirs séliens avec l'Égypte par le biais du pèlerinage, un sujet pour lequel d'autres pèlerinages d'ampleur sont connus, le rôle aussi de l'Égypte dans l'islamisation du Sahel,
puisque Mansa Moussa ramena de nombreux manuscrits, mais on sait aussi qu'il existait des correspondances entre les oulémas sahéliens et les grands savants égyptiens, qu'il y avait toute une mobilité savante qui voyait les savants sahéliens venir se former au Caire, alors auprès de grandes institutions ou de grands maîtres. Et évidemment, l'étude de ces relations savantes peuvent nous éclairer en retour sur les processus qui travaillaient les sociétés sahéliennes. Hein, et notamment, on a des travaux d'Elisabeth Sartin, John Hunwick, sur les relations entre Al-Suyuti, donc le grand polygraphe égyptien de la fin de la période médiévale, avec le Sahel, et notamment le Sahel central, et ça nous explique un peu sur l'état d'islamisation de ces régions qui étaient en correspondance avec Al-Suyuti. Cette thématique aussi des mobilités savantes a été bien étudiée par plusieurs travaux égyptiens en arabe, qui se sont notamment intéressés aux liens entre les Soudaniens et la mosquée d'Al-Azhar, la mosquée université d'Al-Azhar, en tant que centre de formation de ces communautés venues d'Afrique. Alors ces relations, à l'instar du pèlerinage, elles concernent des séjours de moyenne ou de longue durée, et s'expliquent, je vous l'ai dit, par ce nouveau statut qu'avait acquis le Caire, hein, qui attirait à lui des communautés de tout le monde islamique. Mais puisque rien n'est anodin dans nos sources, hein, qui sont vraiment sélectives, j'aimerais parler un moment maintenant de la question des communautés takouri permanentes au Caire, et aussi de l'environnement social dans lequel Mansa Moussa arriva avec sa caravane. Alors, je vous ai dit que la question des musulmans sahéliens, la question des Ouest-Africains plutôt, avait été bien étudiée pour la question de l'esclavage, hein, notamment l'esclavage de la traite dite orientale ou transsaharienne, qui déporta de nombreux Soudaniens au Maghreb et en Égypte, pour un usage domestique, mais surtout pour servir dans les armées. Mais ici, donc, il s'agit de s'intéresser aux musulmans ouest-africains, donc aux personnes libres. Hein, parce qu'il faut vraiment insister sur le fait que, à cette époque, les circulations se faisaient dans les deux sens, et des communautés de Sahéliens s'implantaient dans les grandes villes de l'islam, hein, et s'affichent dans les sources dans différents niveaux de la société. Alors, pour présenter le lien qui unit la Carafa au Takouri, il faut d'abord dire un mot sur la nécropole de la Carafa et rapidement présenter son histoire. Alors, la Carafa fut très tôt un des cimetières les plus prestigieux de l'islam, puisqu'on y trouve des personnes de la parenté du prophète, des compagnons du prophète, des grands personnages de l'islam, et ensuite, évidemment, des grands saints égyptiens. Le cimetière s'est d'abord développé à partir donc de Fustat, qui est ensuite connu à la fin du Moyen-Âge plutôt sous le nom de Madinat Misr, donc à l'est ici, puis s'est étendu vers le mont Moukratam qui est situé ici, et aussi le long des rives de l'ancien étang de l'Abyssin, le Birkat el-Habash, donc plutôt ici. Ensuite, avec la fondation du Caire, qui est donc ici, hein, du Caire médiéval, et le développement de la ville au sud et à l'ouest, la Carafa s'est développée ici, et donc dans les sources, on voit l'apparition donc de deux Carafas, hein, la Carafa al-Surra, donc la Carafa qu'on pourrait traduire inférieure, et la Carafa al-Kubra, donc la Carafa supérieure, qui est elle beaucoup plus grande. Donc là, vous avez deux cartes. Ici, vous avez la porte de la Carafa, donc ici la citadelle, qui est un bon point de repère. Ici, le mausolée de l'imam Shafiri, qui était en fait assez central dans la Carafa inférieure. Et ici, donc, vous avez une autre carte plus grande, donc vous avez toujours le mausolée de l'imam Shafiri avec le point rouge, pour vous montrer où était la Carafa inférieure. Et tout cet espace-là, jusqu'à l'étang et à l'est de Fustat, et jusqu'au Moukratam à l'est, jusqu'au mont Moukratam, était désigné sous le nom de Carafa al-Kubra, donc vraiment un immense espace. Alors la Carafa a constitué rapidement un lieu de vie en soi, un lieu d'agrément, de piété, de visite pieuse et de pèlerinage auprès des saints qu'elle abritait, donc on appelle ziyarat, hein, visite pieuse, et aussi a rapidement abrité une population hétéroclite. Elle est aussi connu pour être un lieu d'expression de la pratique religieuse des femmes,
qui a été souvent soulignée comme étant une singularité égyptienne, puisque les femmes sortaient notamment les vendredis à la Carafa, pendant que les hommes étaient à la prière collective, et pratiquaient des ziyarat, donc des visites pieuses auprès des saints, et participaient à l'entretien des tombes. Alors, j'ai choisi des morceaux de poésie pour vous présenter un peu l'esprit de la Carafa à cette époque, à l'époque médiévale. Donc des morceaux choisis par Makrizi dans son chapitre sur la Carafa, dans son grand livre sur l'histoire urbaine du Caire, sur laquelle je vais revenir. Donc un morceau de poésie, nous dit-il, qui était fréquemment récité par ceux qui visitaient la Carafa, mais il ne l'attribue pas à un poète. Donc il nous dit: la Carafa rassemble deux opposés, l'ici-bas et l'au-delà. Quelle excellente demeure! Le réprouvé y côtoie l'illustre dans l'amitié, l'ascète vole autour de ses tombes. Combien de nuits avons-nous passé, notre compagnon de plaisir chantait à en faire presque fondre la pierre. La pleine lune emplissait la surface de sa lumière, elle était comme un ruisseau qui en sourdait. Alors ensuite, il donne un autre morceau choisi de poésie, cette fois en précisant le nom du poète, Rali Ben Shafir, qui nous dit « Je m'émerveillais du cas de la Carafa. Voilà qu'elle se présentait avec la tristesse de ses morts, et notre cœur s'égayait d'un plaisir enfantin. Je la trouvais refuge pour les amants tout entiers, les amoureux s'y fixaient à demeure, le cœur s'en entichait. » Alors du coup, ces vers reflètent le fait aussi que beaucoup d'oulémas du Caire se plaignaient que les jeunes amants, les jeunes amoureux, donc non mariés, s'échappaient à la Carafa pour vivre librement leur amour, sans être sous la responsabilité de la société ni de leur famille, et donc voilà. Donc c'est aussi reflété par ces vers. Alors les principales sources pour restituer la topographie sainte de la Carafa, ce sont ce qu'on appelle les livres de ziyarat, donc les livres de visites pieuses. 4 de l'époque médiévale ont survécu. C'est vraiment des véritables guides de visites guidées des tombeaux des saints dans la Carafa, et qui donnent au passage des informations sur ces saints. Alors on en a 4. Le Mourchid Az-Zouar d'Ibn Roussman, qui meurt vers 1218. Le Misbah Ad-Dayaji d'Ibn Nasir, qui meurt après 1296. Les Kawakib As-Sayara d'Ibn al-Zayyat, qui meurt en 1402, et la Turfat al-Ahbab de Nur ad-Din al-Sahawi, qui meurt en 1482. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces traités sont bien espacés dans le temps, donc peuvent nous donner aussi une profondeur chronologique. L'autre grande source pour la Carafa donc sont les Ritat d'Al-Makrizi, qui meurt en 1442, une immense histoire urbaine du Caire, où le grand historien égyptien liste tout ce qu'on pouvait trouver de bâtiments et d'aménagements dans la Carafa, nous permettant de l'imaginer comme un lieu de vie, une sorte de ville dans la ville, et non seulement comme un cimetière géant. Alors on y trouvait notamment des puits, des enclos à bestiaux, des jardins, des grandes mosquées, des petites mosquées, il dit qu'il y avait plus de 10 000 petites mosquées, des bains publics, des bassins, des quartiers identifiés qui avaient des noms, des palais, des grandes maisons, des ribats, des zaouïas, différents marchés, des citernes, des fours, des madrassas et même un belvédère. Donc, c'est pas étonnant que Mansa Moussa ait pu résider dans cette nécropole de la Carafa avec son immense caravane, puisque ce n'était pas, on le voit, un simple cimetière. Une autre remarque sur la Carafa, avant donc de vous parler de Métakhoury, c'est une réalité urbaine qui a bien été étudiée par Julien Loiseau dans son livre « Reconstruire la maison du sultan », c'est la présence permanente de la ruine qui cohabitait avec le bâti et qui était à la Carafa extrêmement dynamique. Pour le dire simplement, la Carafa changeait régulièrement de visage, et elle n'avait donc pas une topographie stable, et donc dans les sources on peut en avoir que des photographies à des instants donnés. La permanence des tombes des saints dépendait notamment des vivants qui en prenaient soin, qui les réparaient, et donc un saint qui ne faisait pas ou plus l'objet de visites pieuses avait toutes les chances de tomber dans l'oubli, et sa tombe de tomber en ruine. La Carafa al-Kubra médiévale a d'ailleurs quasiment disparu sous des monticules de ruines. Donc là, je vous ai mis la carte de la Survey of Egypt de 1950. Vous voyez tout cet espace vide, notamment là que je vous montre avec le pointeur.
Voilà, c'était là où était le cœur de la Carafa el-Kubra, donc qui tombe complètement en ruine. Si bien qu'aujourd'hui, quand on pense à la Carafa, en fait, on parle surtout de la Carafa el-Sorra, qui, elle, aujourd'hui, a été prise presque fossilisée par l'urbanisation, et donc on a beaucoup de tombes qui ont survécu. Alors, une dernière remarque sur la Carafa, en dehors de ces monceaux de ruines, il faut dire aussi que les apparences étaient souvent trompeuses, en raison de l'activité humaine et de l'invention de nouvelles tombes ou du déplacement d'anciennes. Une anecdote qui est signalée par Otoshi Tetsuya dans ses travaux sur la Carafa est rapportée dans le dernier livre de Ziyarat, la Turfat d'Al-Sahraoui, donc qui est mort en 1482, comme je vous ai dit, et illustre bien ce phénomène des apparences trompeuses à la Carafa. Elle met justement en scène un des saints Takruri, donc Mubarak Abou Ali Takruri, donc qui était un boulanger à Bab el-Lukr, et qui décide, sentant ses vieux jours arriver, de se retirer dans la Carafa, donc la Carafa supérieure, la Carafa al-Kubra, et d'y finir ses vieux jours. Et il occupait ses journées à construire des tombes à partir donc des kiman, donc ces monts de décombres créés par la ruine des bâtiments qui parsemaient la Carafa. Donc il puisait les matériaux encore viables et construisait comme ça des tombes toutes neuves. Donc la première qu'il construisit, il l'appela la tombe Shukran. Il l'a recouvri d'une pièce d'étoffe qu'il allait prendre lui-même à la porte de l'hôpital allemand de Souris, sous le règne de Barsbé, donc entre 1422 et 1438. Et un jour, quand des pilleurs détruisirent le mausolée de la sainte Saïda Fatima el-Sourra, il prit la pierre tombale de ce mausolée et la plaça dans une de ses tombes inventées, qu'il appela la tombe de Fatima el-Sourra. Donc il était aussi connu pour graver ces pierres tombales d'inscription et inscrire des noms comme bon lui semblait. Et on nous dit que ensuite il fixa son activité autour de cette tombe réinventée de Fatima el-Sourra, qu'il reçut des visites pieuses de son vivant, qu'ensuite il fut enterré dans ce secteur-là, et que donc ce restaurateur inventif, créatif de la Carafa connut aussi une célébrité posthume, puisque sa tombe devint célèbre et connue des visites. Et Al-Sahraoui nous dit même que le sultan Jacques Macre, donc qui règne de 1438 à 1453, apporta son soutien à cette activité de Moubarak. Donc il faut avoir en tête vraiment la complexité de cette topographie de la Carafa. Alors, pour faire une recherche systématique des saints Takruri dans la Carafa, j'ai utilisé ces livres de visite, l'Héritat d'Al-Makrizi, mais aussi d'autres ouvrages comme les dictionnaires biographiques de saints et d'autres documents dans lesquels je pouvais trouver des informations sur ces saints Takruri. En l'état actuel des recherches, j'ai pu faire une première classification de ces saints. Alors, évidemment, les informations sont très contrastées. On a vraiment, pour certains saints, on a les dates de naissance et de mort, quelques-uns de leurs miracles, leur trajectoire de vie. Pour d'autres, on a simplement le nom qui est donné. Donc, c'est assez disparate. Donc, j'ai pu faire ce tableau avec ces saints. Et donc, une première lecture de ce tableau permet de saisir déjà une certaine chronologie. On a une première strate historique qui se dégage autour de l'an 1000. On trouve un saint enterré à la Carafa. Un autre saint très fameux qui a donné son nom à la localité de Boulakr at-Takruri, qui est aussi connu sous le nom de Boulakr at-Takrur, qui existe encore aujourd'hui au Caire sous le nom de Boulakr at-Dakrur, mais en fait son tombeau existe, mais il a été déplacé par rapport à son premier emplacement donc au Moyen-Âge. Donc là vous voyez sur la diapo, le point rouge concerne la rue ad-Dakruri, qui correspond plus ou moins au premier emplacement de son tombeau. Ensuite, il a été déplacé et se trouve aujourd'hui dans les jardins du ministère de l'Agriculture, donc quelque part par là. Donc là, c'était le second Boulakr at-Takruri médiéval, et aujourd'hui, vous voyez que le quartier de Boulakr at-Dakrur est encore beaucoup plus présent à l'ouest. Autre lieu remarquable pour cette première strate chronologique, la caverne des Soudanes, donc dans le Mukratam, donc vous voyez qu'il est vraiment tout près de la citadelle, qui est signalé comme le premier lieu de culte des Soudanes au Caire, avec notamment des tombes qui seraient inscrites, notamment la plus vieille qui daterait de 1030. Son emplacement est bien connu, il a été réinvesti périodiquement à travers les époques,
Et il était notamment au début, dans la première moitié du XXe siècle, un hospice pour la confrérie soufie des Bektachia, donc là que vous avez sur la photo à droite. Alors ce premier niveau, chronologiquement, il est déjà assez loin des auteurs, il est déjà situé assez loin des auteurs qui en parlent. Donc c'est pas étonnant que les récits aient déjà un vernis un peu mythique. Je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment, mais il indique en tout cas que quand les communautés ouest-africaines s'implantèrent de façon beaucoup plus importante à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, ils avaient à disposition, au Caire, dans la mémoire historique égyptienne, des éléments d'une présence ouest-africaine plus ancienne au Caire, même si j'ai pas encore trouvé de preuves que ces récits aient pu être mobilisés dans la construction de nouvelles identités de groupes soudaniennes, Kérot, qui auraient pu récupérer ces premiers Takouris. Alors ensuite, on a une deuxième génération qui a vécu au XIIIe siècle, qui apparaît. Elle comporte notamment 3 saints qui sont liés entre eux, qui ont été enterrés ensemble, pas très loin du mausolée de l'imam al-Shafiri, dans la Carafa inférieure, Rali, Roumar et Khalifa, dont les tombes sont encore signalées dans le dernier livre de Ziyarat, vers la fin du XVe siècle. Donc ça nous suggère qu'ils faisaient encore l'objet de visites pieuses, et qu'une communauté en prenait encore soin et vivait certainement autour. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour Radi et Abou Bakr, qui disparaissent et tombent dans l'oubli par la suite, comme on peut le voir sur le tableau. Ça nous apprend aussi qu'il existait déjà un paysage takouri à la Carafa, al-Sourla, donc la Carafa inférieure, lorsque Mansa Moussa y séjourna. Même si, malheureusement, les sources ne nous disent pas s'il venait du Ghana ou du Mali, ce qui n'est pas impossible, comme on le verra après. En tout cas, on peut faire l'hypothèse que ces caravanes ouest-africaines, elles faisaient, avant d'aller à la Mecque, des visites pieuses à la Carafa, auprès des saints qui provenaient de leur région du Sahel, et on peut formuler l'hypothèse que la mémoire collective qui entourait ces tombes à l'époque, dans les communautés, gardait encore l'origine de ces saints. Au XIVe siècle, le répertoire de saints Takouris continue de s'accroître. On note l'apparition de Barira, la fille d'un des rois du Soudan, qui faisait l'objet de visites pieuses, et de la part des femmes notamment, qui était connue pour son taux de prières exaucées assez élevé. Alors la communauté Takouri occupa peu à peu une place centrale au XIVe siècle, dans la Carafa, puisqu'ils sont signalés comme la principale population qui fréquentait la grande mosquée de la Carafa, qui a été rapidement connue comme la Jamir el-Aouliya, la mosquée des saints, un Takouri devenant même imam de la mosquée. Et on trouve même dans les sources l'expression Karafat al-Soudan, donc la Carafate des Soudans. Un événement dramatique peut nous donner une idée de cette démographie. À partir de 1348, la grande peste noire ravage le Caire et revient laminer l'Égypte presque tous les 2 ans. Et en 1420, un épisode de peste particulièrement violent ravage la Carafa, tuant plus de 3000 hommes, femmes et enfants Takouris, dont les quelques survivants trouvent refuge dans la montagne du Moukratam. Alors, cet épisode n'est pas seulement celui de la destruction d'une communauté importante, 3000 c'est pas négligeable, mais ça a ouvert aussi malheureusement un boulevard pour la ruine, puisque par exemple une des conséquences a été l'abandon progressif de la grande mosquée des Saints, qui était majoritairement fréquentée par les Takouris. Mais cet épisode d'annihilation qui marque certainement un coup d'arrêt pour cette communauté n'en marque pas nécessairement la fin, puisque d'autres saints apparaissent encore au XVe siècle. Parmi ces saints, celle de la tombe de Abdallah al-Takouri, qui est un cas intéressant, puisqu'elle est encore, elle existe encore aujourd'hui dans la Carafa inférieure, puisque le tombeau a été classé par le comité de conservation des monuments de l'art arabe en 1898, et on peut toujours aller le visiter aujourd'hui. Ce tombeau existe encore. Là encore, à 2 pas du mausolée de l'imam al-Shafiri. Alors voilà pour un aperçu des saints, mais qu'en est-il des habitants Takouris qui avaient pris racine auprès d'eux à la Carafa, au point de former une communauté si importante au XIVe siècle? Alors je vais vous donner l'exemple d'un Takouri de cette Carafa, qui est assez prometteur, puisqu'il éclaire à la fois sur cette histoire des Takouris au Caire, mais aussi il jette quelques éclairages sur l'histoire du Sahel médiéval.
Alors, Riz ad-Din Mohammad bin Ahmad bin Roussman al-Takouri al-Rani est né donc dans cette Carafa Takouri en 1389. Il portait la nisba al-Rani, littéralement de Ghana, qui rappelait son origine. Il reçut à la Carafa la formation des grands savants malikites, sa formation des grands savants malikites de la communauté, apprit par cœur le Coran, se spécialisa aussi dans les sciences de la langue arabe, notamment la syntaxe et la prosodie. Il exerça le métier d'enseignant, mais était connu pour sa sévérité, puisqu'il n'aurait délivré qu'une seule licence au cours de sa vie. En 1417, il effectue le pèlerinage à la Mecque, et il devient ensuite surtout célèbre pour sa belle calligraphie et sa capacité à écrire, au point qu'il s'installe au marché des libraires, dans le Caire historique, près du complexe de Kralaoun, à Bayn al-Qasrayn, donc vous avez sur la diapo, où il ouvre une boutique de livres. L'historien Al-Bikrari a rapporté quelques anecdotes sur son activité, qui ont été présentées par Doris Beren Abou Saif dans son livre qui est apparu tout récemment, The Book in Mamluk, Egypt and Syria. Il avait, nous dit Al-Bikrari, notamment un flair particulier pour acheter des livres en mauvais état ou incomplets, mais potentiellement précieux, lors de ventes aux enchères. Donc ensuite, il retrouvait les feuillets, il les restaurait, les faisait relier et les revendait à un bon prix. Donc c'est ce qu'il fit par exemple pour un livre d'alchimie qu'il acheta à 25 dirhams et revendit 400 dirhams lors d'une autre vente aux enchères. Et ses copies étaient aussi beaucoup recherchées, sa boutique un lieu de sociabilité pour les savants, donc quelqu'un qui avait une très bonne réputation et qui accumula, nous disent les sources, une belle fortune. Alors il meurt en 1453, mais n'est pas enterré à la Carafa, mais dans la nécropole du désert, qui était le nouveau cimetière entre guillemets à la mode à l'époque des sultans circassiens, où ces derniers faisaient construire leur complexe funéraire. Donc là vous l'avez sur la diapo, cette nouvelle nécropole qui est en plein essor au XVe siècle. Alors la biographie de ce personnage est précieuse, car elle ouvre sur d'autres personnages qui portent la nisba al-Rani de Ghana. Un de ses cousins, Muhammad ibn al-Rani, né en 1397, était un savant distingué qui a travaillé comme assistant de l'inspecteur des marchés à l'extérieur de la porte al-Shahriya et ses environs. Et lorsqu'il meurt en 1484 à un âge avancé, son cousin Sard al-Din al-Rani lui succède. Donc il existait à cette époque une petite communauté de Takouri nés au Caire, qui était originaire de Ghana, dont la capitale avait été signalée dès le XIIe siècle comme un centre au Sahel d'apprentissage de l'arabe et sans doute aussi des sciences religieuses. Quand le sultanat en fit la conquête de Ghana au XIIIe siècle, les sources nous disent qu'il fut la seule province à conserver sa singularité et son roi fut symboliquement autorisé à conserver son titre. On connaît assez peu de choses sur le Ghana au XIVe siècle, et il disparut certainement en tant qu'entité au XVe siècle, en même temps que le sultanat du Mali, mais il est possible qu'au XIVe siècle, à l'apogée du sultanat du Mali, le Ghana continua à être un centre islamique dynamique au Sahel, et que les porteurs de la Nisba al-Rani, une des seules Nisba qu'on ait pour le Sahel occidental avec la Nisba Takouri, aient animé cette mobilité savante partie du Mali, et qui déboucha ponctuellement des implantations au Caire, sur des implantations au Caire. Alors, je vous ai parlé du Caire et aussi de l'exemple de la Carafa, mais vous avez pu remarquer en voyant ce tableau qu'on avait des saints qui étaient ailleurs en Égypte, qui reposaient ailleurs en Égypte, notamment à Damiette, Al-Benassa, ou alors dans le domaine mamelouk à Médine. Et si on sort de la catégorie des saints et que l'on regarde celle des oulémas, des artisans, des commis civils, etc., d'autres foyers égyptiens se distinguent également, notamment dans le delta. Cette histoire a laissé d'importantes traces dans le paysage actuel égyptien, qui s'est approprié, je vous ai dit, le nom Takour et Takouri en Dakour et Dakouri. Donc là, vous avez quelques exemples. La fameuse montagne Al-Dakour à Siwa, quelques localités qui portent le nom de Dakouri, donc notamment dans le delta. Et donc ces traces sont autant de dossiers à ouvrir, en complément de la documentation médiévale, qui doivent permettre d'éclairer cette thématique des communautés ouest-africaines libres d'Égypte, aux côtés des autres grandes thématiques pour écrire cette histoire, que je n'ai pas développée aujourd'hui, mais que je me ferai un plaisir de développer dans le futur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Il me reste à vous souhaiter bon courage en ces temps difficiles, un très bon ramadan à tous, et prenez soin de vous.